Les ruptures de stock de médicaments restent un problème majeur en France. Et même si les chiffres montrent une légère baisse en 2024, le problème en fait, il est toujours là et il pose de nombreuses questions cruciales qui nous concernent tous. Alors que disent les derniers chiffres? Comment expliquer ces ruptures de stock sur des médicaments parfois essentiels et quelles solutions sont portées? C'est ce que l'on va voir ensemble. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une de ce format des actualités du jour. Bienvenue à tous les nouveaux qui s'abonnent ces derniers jours, que ce soit sur YouTube et en podcast audio. Alors on en parle aujourd'hui parce qu'il y a eu une nouvelle étude inédite qui a été menée par l'adresse en collaboration avec l'Agence nationale de sécurité du médicament. Et en fait ce qu'on sait c'est que fin 2024, environ 400 présentations de médicaments étaient en rupture de stock contre 800 lors de l'hiver 2022-2023 au pic de cette crise. Et ici on parle de médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, donc des médicaments qui s'ils sont arrêtés peuvent mettre en jeu potentiellement le pronostic vital d'un patient. Bon, et en fait quand on parle de 400 ruptures de stock de présentation d'un médicament. En fait, une présentation de médicament ici, c'est une version spécifique d'un médicament qui inclut donc son dosage et sa forme. Par exemple, est-ce que c'est en comprimé, en sirop ou je ne sais quoi. Et pour vous donner un exemple très parlant, le paracétamol 500 mg et le paracétamol 1000 mg, eh bien c'est deux présentations différentes d'un même médicament. Et à noter tout de même, et là c'est un point important, une rupture de stock d'un médicament, ça ne veut pas forcément dire une pénurie d'un médicament. En fait, une rupture de stock, ça concerne le fabricant ou les grossistes. Bon, je rentre pas dans les détails de la nuance, mais disons qu'une rupture de stock, c'est ce qui peut précéder dans les cas les plus graves, et bien une situation de pénurie. Bon, je vous le disais, après plusieurs années de forte tension sur l'approvisionnement des médicaments, les ruptures de stock, elles ont diminué en France en 2024. Il y a donc une forme d'amélioration, mais malgré cette amélioration, la situation, elle reste tendue, et le nombre de médicaments essentiels en rupture est encore élevé. Et parmi les catégories les plus touchées aujourd'hui, ça concerne d'ailleurs peut-être certains d'entre vous, on retrouve les médicaments du système cardiovasculaire, les médicaments du système nerveux, ainsi que des antibiotiques. Bon, évidemment, les premières victimes de ces ruptures de stock, c'est les patients. Selon une étude de France Asso Santé qui a été publiée en 2019, un Français sur 4 a déjà été confronté à une pénurie, en l'occurrence ici, de médicaments, et 45% d'entre eux ont même été contraints de reporter leur traitement, de le modifier, voire d'y renoncer ou de l'arrêter complètement. Mais c'est aussi un enjeu, alors certes peut-être moins grave en quelque sorte, mais tout de même un enjeu pour les pharmacies qui doivent consacrer une partie de leur journée à tenter d'obtenir les médicaments dont il manque, et ça peut donc mener à une situation tendue. Alors maintenant, à quoi sont dues ces ruptures de stock? Déjà, c'est important de préciser que c'est pas un problème seulement français, il y a plusieurs pays qui sont concernés par ces ruptures de stock, c'est le cas notamment en Europe, mais aussi aux États-Unis ou encore au Canada. Maintenant, le problème, on l'a dit, il est très important encore en France. Alors il y a les difficultés d'approvisionnement en matières premières qui sont souvent mises en avant, sauf que en réalité, beaucoup estiment que ce n'est pas le sujet principal. Déjà, on l'a vu pendant la crise de Covid-19, le marché pharmaceutique français, il est dépendant des importations, notamment à cause de la délocalisation des usines de production de médicaments. Et d'ailleurs, on peut parler de médicaments, mais on peut aussi parler d'autres choses. Sur la question des masques, par exemple, la pénurie de masques. Au début de la pandémie, le gouvernement disait que les masques, globalement, ne servaient à rien, puis finalement, si, qu'ils étaient utiles, sauf que on en manquait, et ça fait typiquement partie des choses qu'on importait. Et c'est peut-être le sujet le plus important, en tout cas le sujet le plus politique et le plus tendu. Depuis plusieurs décennies, de nombreuses entreprises pharmaceutiques ont fermé ou déplacé des usines de production, et ce, vers des pays à faible coût de main-d'œuvre, principalement en Asie. Cette tendance, elle a conduit à une dépendance croissante de la France vis-à-vis de certains pays en matière d'approvisionnement de médicaments essentiels, et ça a donc rendu la France vulnérable face à des crises sanitaires ou face à des perturbations de la chaîne d'approvisionnement. En fait, aujourd'hui, on estime que 80% de la production des principes actifs a été délocalisée en Asie, notamment en Chine ou encore en Inde. Un principe actif, pour rappel, c'est donc la substance d'un médicament qui produit l'effet thérapeutique recherché. Et forcément, dans une situation où il y a une dépendance importante vis-à-vis d'autres pays à l'étranger, ça fait que dans certains cas de figure, eh bien, la situation est particulièrement critique. Alors, on parlait du Covid, mais c'est un bon exemple. On a assisté à une perturbation des processus de fabrication et d'approvisionnement à l'échelle internationale, et les confinements, les restrictions de voyage, les fermetures d'usines, etc. ont pu entraîner des retards. Plus récemment, la guerre en Ukraine a elle aussi perturbé certaines chaînes d'approvisionnement mondiales, notamment à cause de la hausse des prix de l'énergie qui a augmenté les coûts de fabrication de certains produits. C'est donc un des points majeurs qui est avancé sur cette question du risque de rupture de stock, même s'il y a d'autres sujets qu'on peut évoquer, des variations sur la demande. Bon, mais vous l'aurez compris, l'un des enjeux majeurs, c'est donc cette question de la délocalisation de certaines productions qui peut fortement perturber la situation. En attendant, on peut noter qu'un certain nombre de choses ont été mises en place. Par exemple, l'ANSM, donc l'Agence nationale de sécurité du médicament, eh bien, elle demande désormais aux pharmaciens de réserver certains médicaments aux personnes âgées
âgés et aux enfants en situation de tension. Par ailleurs, depuis 2021, on peut noter que les laboratoires sont tenus de maintenir des stocks de sécurité pour certains médicaments qui seraient considérés comme essentiels afin de garantir leur disponibilité si besoin en urgence. On peut penser par exemple à l'insuline qui est donc utilisée pour traiter le diabète ou encore à l'amoxicilline qui est un antibiotique qui est utilisé assez souvent. Il y a aussi un enjeu selon certains de remonter des informations sur les ruptures de stock et puis il y a aussi encore et toujours des sujets politiques, notamment des sujets de coopération européenne qui peuvent faire débat. En effet, il faut savoir que depuis octobre 2023, l'Union européenne a mis en place un dispositif qui permet aux États membres qui seraient confrontés donc à une pénurie ou à une rupture de stock de médicaments de solliciter l'aide des autres États membres. Et la France, par exemple, a utilisé ce dispositif pour la première fois au printemps dernier, alors qu'elle était confrontée à un risque imminent de pénurie d'un médicament, plus précisément d'un anticancéreux. Et c'est la Slovénie à ce moment-là qui avait répondu à l'appel et qui avait aidé la France. Bref, vous l'aurez compris, comme toujours sur ces sujets, il y a des questions de situation actuelle à analyser et des impacts qu'on peut voir, typiquement la pandémie de Covid-19 ou alors la guerre en Ukraine. Mais au-delà de tout ça, ça reste des sujets politiques avec des décisions politiques et des choix économiques. Ça me paraissait donc essentiel d'analyser tout cela aujourd'hui. Je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Emmanuel Macron a réuni ce jeudi à Paris les dirigeants de près de 30 pays alliés de l'Ukraine dans le but, je cite, de finaliser les garanties de sécurité à apporter à l'Ukraine en cas d'accord de paix avec la Russie. Le président a notamment évoqué la possibilité d'envoyer des forces de réassurance composées de soldats de quelques États membres de l'UE dans certains endroits stratégiques de l'Ukraine en cas d'accord de paix donc. Il a précisé que ces forces n'avaient pas vocation à être des forces de maintien de la paix présentes sur la ligne de contact ou qui se substituent à l'armée ukrainienne. Emmanuel Macron a également annoncé l'envoi d'une équipe franco-britannique en Ukraine pour préparer, je cite, l'armée ukrainienne de demain. Il a aussi déclaré vouloir que le président chinois Xi Jinping joue un rôle actif dans les négociations de paix, notamment en raison de la qualité du dialogue qu'il entretient avec la Russie. Ces différentes annonces vont dans le sens des garanties de sécurité réclamées par l'Ukraine, alors que l'Ukraine craint notamment que la Russie profite d'un potentiel cessez-le-feu pour reconstituer ses forces et renforcer son armement pour préparer une nouvelle offensive. Alors face à ça, la Russie a réagi par l'intermédiaire de Maria Zakharova, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, qui a accusé le Royaume-Uni et la France de planifier une intervention militaire déguisée en mission de paix. Deuxième actu, le président américain Donald Trump a annoncé ce mercredi vouloir instaurer dès le 2 avril des droits de douane de 25% supplémentaires sur les véhicules importés aux États-Unis. Alors avec cette mesure, Donald Trump vise notamment l'Europe et en particulier l'Allemagne qui possède une très importante industrie automobile avec des marques comme Volkswagen, BMW et Mercedes. À noter que cette mesure concerne aussi les pièces détachées importées aux États-Unis. La Fédération des constructeurs automobiles allemands a dénoncé un signal fatal pour le libre-échange et le gouvernement allemand a appelé l'Union européenne à apporter une réponse ferme. Le ministre français de l'économie Éric Lombard a lui aussi expliqué, je cite, que c'était à l'Union européenne de négocier et que la seule solution allait être d'augmenter les tarifs douaniers sur les produits américains pour arriver à une baisse. En tout cas, si cette nouvelle mesure entre bel et bien en vigueur, elle pourrait avoir de lourdes conséquences économiques et diplomatiques. On suivra comment ça évolue. Troisième actu, l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal a été condamné à 5 ans de prison ferme en Algérie ce jeudi. Boualem Sansal, qui souffre d'un cancer, est emprisonné en Algérie depuis novembre et il est accusé d'atteinte à l'intégrité du territoire à la suite de déclarations jugées hostiles à l'Algérie. A noter que la veille du réquisitoire, Emmanuel Macron a demandé sa libération rapide, disant avoir confiance dans le président algérien qui sait, je cite, que tout ça, donc les chefs d'accusation, ne sont pas sérieux. C'est une information assez majeure quand on sait que la France et l'Algérie traversent actuellement l'une de leurs plus graves crises diplomatiques depuis des décennies. D'ailleurs, j'en profite pour vous renvoyer à notre vidéo sur la guerre d'Algérie qui est disponible sur notre chaîne Hugo Décrypte grand format, le lien est en description. Quatrième actu, les grands-parents, l'oncle et la tante du petit Émile ont été relâchés sans poursuite ce jeudi après quasiment 48 heures de garde à vue, mais la piste familiale n'est pas encore refermée selon le procureur de la République d'Aix-en-Provence. Il a déclaré dans une conférence de presse que l'enquête a permis d'établir que les vêtements et les ossements d'Émile, qui ont été retrouvés près de 9 mois après sa disparition en juillet 2023, ont été transportés et déposés peu de temps avant leur découverte. Les analyses médico-judiciaires ont par ailleurs montré des stigmates évocateurs d'un traumatisme facial violent avec la probable intervention d'une personne dans la disparition de l'enfant. Cinquième actu, l'ancien président Nicolas Sarkozy a officiellement saisi la Cour européenne des droits de l'homme pour sa condamnation dans l'affaire des écoutes. Nicolas Sarkozy a été condamné définitivement en décembre 2024 à 3 ans de prison
arrestations, dont un ferme, sous bracelet électronique, pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire des écoutes. Il est accusé d'avoir tenté en 2014 d'obtenir des informations confidentielles auprès d'un haut magistrat via son avocat dans le cadre d'un autre dossier judiciaire, ce qui est illégal. L'objectif de Nicolas Sarkozy est donc de contester la décision de la justice française. La CEDH, qui agit à l'échelle européenne, est souvent considérée comme étant l'ultime possibilité d'obtenir justice lorsque tous les recours ont échoué. D'ailleurs, tant qu'on en parle, la justice a requis 7 ans de prison contre Nicolas Sarkozy ainsi que 300 000 € d'amende et une peine d'inéligibilité dans le cadre de son procès des soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. On ne connaît pas encore la date du verdict. Nicolas Sarkozy dénonce de son côté, je cite, l'outrance de la peine réclamée. Si ça vous intéresse, on a fait une interview sur le sujet sur notre chaîne Grand Format, je vous mets le lien en description. 6e actu, une commission à l'Assemblée nationale a voté ce mercredi pour la suppression des ZFE, les zones à faible émission, qui interdisent l'accès à plusieurs villes pour les véhicules jugés trop polluants. Les ZFE, qui ont été mises en place en 2019 et renforcées en 2021, avaient notamment pour but de diminuer les émissions de particules fines responsables de maladies respiratoires qui entraînent 40 000 décès par an selon Santé publique France. Le truc, c'est que ce dispositif de ZFE fait polémique. En fait, même s'il a pour but d'améliorer la qualité de l'air dans les grandes villes, certains élus dénoncent le fait qu'il peut nuire aux Français qui n'ont pas les moyens d'acheter un nouveau véhicule moins polluant. Le texte doit encore être débattu par toute l'Assemblée nationale avant d'entrer en vigueur. Et on termine avec cette actu au Brésil. La Cour suprême, donc la plus haute autorité judiciaire du pays, a décidé à l'unanimité ce mercredi d'ouvrir un procès contre l'ex-président Jair Bolsonaro. Il sera jugé pour tentative de coup d'État. En fait, la justice l'accuse d'avoir été le leader d'une organisation criminelle pour se maintenir au pouvoir à tout prix au lendemain de l'élection présidentielle d'octobre 2022 qu'il a perdue face à l'actuel président Lula. Selon les enquêteurs, lui et 7 autres conspirateurs présumés auraient projeté d'assassiner le président Lula, son vice-président élu et un juge de la Cour suprême. Ils auraient aussi œuvré à l'élaboration d'un décret prévoyant une nouvelle élection présidentielle. Ils risquent une peine qui pourrait dépasser les 40 ans de prison. Jair Bolsonaro estime de son côté qu'il s'agit, je cite, de la plus grande persécution politico-judiciaire de l'histoire du Brésil. À noter qu'il est déjà inéligible jusqu'en 2030 en raison de ses attaques sans preuve contre les urnes électroniques. Cependant, il espère encore que cette sanction sera annulée ou réduite pour lui permettre de se présenter à la présidentielle de 2026. Merci beaucoup Léa pour ces actualités en bref. Voilà donc pour l'actualité aujourd'hui. Si jamais vous n'avez pas encore vu, on a publié hier une interview de Fatma. C'est le témoignage poignant d'une femme qui a grandi avec un djihadiste, plus précisément son frère, devenu l'un des cadres de l'État islamique. C'est un témoignage qui est très dur mais important sur un sujet essentiel. Pour voir cette interview, je vous mets le lien directement en description. C'est sur notre chaîne YouTube dédiée au grand format, mais c'est aussi en podcast audio sur Spotify, Deezer, Apple Podcast. Je pense que vous le savez maintenant. Vous tapez Hugo Décrypte et vous allez pouvoir le retrouver. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.